Le premier intervenant est Sacha Labouré. En fait, Sacha a deux challenges aujourd'hui. C'est de ne jamais citer CloudBees, parce qu'il est cité au CloudBees. Ça va être difficile. Et Antonio, tu as suggéré un deuxième challenge, je l'ai oublié. Ouais. C'est de citer une fois le mot. Je sais plus, Ah et ben tant d'accord. mieux. Non, non, mais alors, je Voilà. vais inverser en fait. Non, mais je vais faire très attention. Effectivement, je dois faire une présentation. L'idée, c'est de faire une introduction sur le cloud et les problématiques des entreprises face au cloud, et donc de ne pas de faire de la propagande CloudBees. J'aurai juste quand même une slide pour dire qui je suis, sinon vous allez vous demander ce que je fais là. Mais à part ça, le reste sera complètement neutre. Alors, parlant de neutralité, voilà, je m'appelle Sacha, je suis le CEO de CloudBees. Avant ça, il y a une douzaine d'années, je suis né chez JBoss, d'abord comme contributeur, mais rassurez-vous, j'ai vite arrêté. Ensuite comme CTO et après, par l'acquisition de Red Hat, j'ai co-dirigé cette division dans quelques années, que j'ai quitté en 2009. CloudBees, la raison pour laquelle on m'a invité ici, c'est simplement qu'on fait du PaaS, de la plateforme as a service, dans le cloud public et qu'on permet aux entreprises de gérer leur cycle de vie dans le cloud. Voilà, c'est la seule chose que je vais dire sur CloudBees. Vous pouvez venir vers moi si vous voulez en savoir plus. Alors, en ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, je vais d'abord parler du cloud computing, introduire un petit peu ce que ça signifie, ce que ça représente, notamment en termes de taille, et peut-être parler aussi pourquoi on en parle de plus en plus. Ce n'est pas un phénomène qui s'auto-alimente, il y a des raisons pour lesquelles je pense ça grandit à cette vitesse, et comparer pourquoi il y a un intérêt à utiliser le cloud plutôt que d'autres méthodes plus traditionnelles de développement. Puis après, je passerai sur quelques conseils pratiques. On verra combien de temps on a à disposition pour les couvrir. J'ai fait exprès de prendre des positions un petit peu claires ou noir, blanc et noir, on va dire, pour générer les discussions qui ne manqueront pas d'arriver aujourd'hui. Alors pourquoi le cloud? Tout simplement parce que c'est l'industrialisation de l'IT. Dès qu'il y a de l'infrastructure, quelle qu'elle soit, à un moment donné, elle va devenir une commodité, elle va s'industrialiser, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'IT. Alors c'est un phénomène connu, ceux qui m'ont déjà vu parler pour d'autres présentations savent que j'aime bien parler d'électricité. C'est exactement la même chose, de quelque chose qui était de la haute technologie, qui était rare, qui était sophistiqué, qui était coûteux. On en vient à quelque chose de complètement standardisé. Que vous trouverez partout. Vous pouvez vous promener avec votre grille-pain à travers l'Europe. Vous pourrez le brancher sans aucun problème. Vous vous attendrez à tout moment à recevoir la même qualité d'électricité sans qu'il y ait d'interruption. C'est l'effet de la standardisation. Donc en moins d'un siècle, on est passé de l'image de gauche à l'image de droite. Et donc tout ça, tout d'abord, ça a affaire à la spécialisation. Je crois que c'est un mot dont on entend assez peu parler. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? C'est parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine et qui ont donc une meilleure compétence pour le driver. En résumé, si vous voulez acheter de l'électricité, je vous conseille plutôt d'aller voir EDF que William Saurin. C'est un petit peu l'idée. Vous n'aurez pas de problème à le comprendre. Généralement, après la spécialisation, il y a la standardisation. Pour créer un marché, il faut que ce soit un marché ouvert, que vous puissiez passer d'un vendeur à l'autre. Et généralement, les étapes qui suivent sont celles de la régulation qui permettent de s'assurer que les nombreux consommateurs sont quelque peu protégés par rapport au relativement faible nombre de revendeurs, typiquement dans les domaines d'infrastructure. Donc ça amène des économies d'échelle, de la fiabilité, puisque c'est le métier unique de ces sociétés. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, j'aimerais pas parler du cloud comme d'une opinion. Le cloud est inéluctable. Je ne pense pas que ça puisse être discuté. C'est un mouvement qui est en place et c'est l'industrialisation. Donc on va vers une commoditisation des couches de l'informatique. Ça s'est passé pour absolument toutes les couches d'infrastructure. Il n'y a aucune raison que l'IT y échappe. Donc c'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question de voir comment on se positionne par rapport à ce mouvement. Une autre slide que je montre régulièrement, c'est celle de la bande passante d'Amazon. En bleu, vous pouvez voir de 2001 à 2008, donc tout à droite c'est 2008, c'est la consommation de bande passante par Amazon.com, donc le site de vente. Et en rouge, c'est la courbe de bande passante consommée par AWS, qui est donc le cloud public d'Amazon. Et on voit qu'en moins d'une année, Amazon Web Services, donc le cloud, a dépassé l'usage de bande passante du site Amazon.com. Donc il y a vraiment eu une sorte d'aspect magnétique pour cette couche. C'est 2008, si on se
se met en 2013, je pense que la ligne bleue aurait l'air particulièrement plate. Une autre façon de voir l'impact du cloud, c'est les chiffres. Alors, quand on parle du cloud, souvent on entend dire c'est finalement quelque chose qui est réservé pour le build, le test. C'est des startups qui utilisent ça parce qu'elles ne sont pas capables de se payer mieux. Et finalement, je pense que comme tout ce qu'on sait tout ce qu'on se dit a quelque peu une forme d'inertie, parce qu'on se base toujours sur des faits qui ont quelques années. Ben, c'est pas si faux. Si on regarde sur les 5 premières années de vie des AWS, ils ont un petit peu volé sous le radar. On arrive à 1,5 milliard de chiffre d'affaires sur 2010. Ce qui est plus intéressant de voir, c'est l'évolution de ce chiffre. Cette année, AWS va faire à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. L'année prochaine 6, 2015 ils sont estimés être à 8,8, alors évidemment on verra ce que ce sera, les analystes sont là pour se tromper, mais il est très crédible que le chiffre de 4 milliards soit atteint par AWS cette année. Juste pour voir ce que ça signifie 4 milliards, VMware, qu'on connaît bien dans la virtualisation, c'est 4 milliards 3, donc c'est à peu près la taille d'AWS cette année. Red Hat, c'est à peu près un tiers d'AWS aujourd'hui. C'est toutes des sociétés très importantes dans l'infrastructure. Et peut-être quelque chose qui parlera plus, c'est tout le business des serveurs, du stockage et du réseau chez Dell, c'est 11 milliards. Donc c'est à peu près 3 fois plus. Donc, juste pour mettre les choses en perspective, juste une société du public cloud, Amazon, aujourd'hui, c'est le tiers de ce que vend Dell, un des principaux revendeurs sur les serveurs. Voilà, et c'est aujourd'hui. Donc, je veux bien croire qu'il y ait des startups qui aient bien initié le mouvement vers le cloud, puisque c'est très intéressant et ce serait stupide de ne pas utiliser le cloud quand vous êtes une startup. Mais je pense qu'il faudrait quand même pas mal de startups pour dépenser 4 milliards. En termes de la consommation du cloud, un petit peu comme l'électricité, il y a plusieurs façons de consommer de l'électricité, des grands générateurs, du 220 volts ou des piles. C'est la même chose avec le cloud, donc je ne vais pas aujourd'hui aller dans ces couches. Grossièrement, il y en a deux qu'on connaît très bien. Un, le SaaS, c'est les logiciels que vous utilisez en ligne. C'est Salesforce, le plus connu, c'est Gmail, c'est Zendesk, c'est ce type de couche. C'est donc des offres standardisées. Quand il y a un marché qui existe pour un type de business, comme des CRM, de la compta, des ressources humaines, vous allez probablement trouver un SaaS. Le IaaS, à l'autre extrême, c'est l'infrastructure. C'est ce que vous voyez avec Amazon Web Services. Donc là, c'est les blocs Lego de l'IT. C'est j'aimerais des serveurs, j'aimerais du stockage, j'aimerais des adresses IP, j'aimerais établir mes règles de routage. Donc l'audience pour cette couche, c'est typiquement des gens de l'IT ou des DevOps qui vont travailler à cette couche. Et la couche qui est un petit peu moins bien connue au milieu, c'est le PaaS, la plateforme as a service. Dans ce cas-ci, l'audience va être les développeurs, donc les gens qui produisent du logiciel. Quand vous ne trouvez pas un SaaS qui fait votre job, qui répond à votre problème, vous devez créer une solution sur mesure. Alors, vous pouvez le faire sur une infrastructure, mais ça veut dire que vous devez gérer tous les problèmes d'infrastructure, ou alors vous pouvez passer à une plateforme qui va vous offrir une vue standardisée et abstraite de cette infrastructure, donc qui va vous proposer des services de test, de déploiement et autres, mais sans que les développeurs n'aient à réfléchir à ce que ça implique en termes d'infrastructure. Donc, c'est deux altitudes différentes. Alors, quand on parle du PaaS, du SaaS et du IaaS, généralement, on parle beaucoup de la première lettre, le P, le I et le S. On parle rarement de la dernière lettre, ce qui est dommage parce qu'elle est dans les 3 acronymes, c'est le service. Et on entre vraiment dans une ère de service où le logiciel en tant que tel devient nettement moins une unité de consommation. Quand vous allez dans le cloud, l'interface, votre contrat va devenir une API. Vous allez utiliser certaines API pour obtenir un service. Vous allez pouvoir changer d'implémentation. Mais donc, c'est plus tellement une problématique d'obtenir du code, de le configurer et de l'installer, mais c'est vraiment de consommer un service. Alors, si c'est un SaaS, c'est un logiciel en tant qu'un service. Si c'est un PaaS, c'est un environnement de développement et de déploiement pour un développeur en tant que service. Vous n'avez pas à installer du logiciel. Et puis, si c'est du IaaS, vous n'avez pas à toucher des câbles ou installer des serveurs. C'est au travers d'API que vous allez gérer ça. Donc, c'est vraiment une ère de service qui est en train de grandir. Alors, le cloud est aujourd'hui ici. Pourquoi est-ce que ça s'accélère? Pourquoi on en parle autant maintenant? L'idée n'est pas nouvelle. Alors, il fallait d'abord qu'Amazon existe, mais à part ça, pourquoi est-ce que ça s'accélère maintenant? Alors, on voit plein de mouvements, le mobile, le social, le big data. C'est tous des mouvements qui créent du besoin pour plein de nouvelles applications. Donc, on a toujours l'existant à gérer, mais voilà que soudain,
il y a une demande folle pour de nouvelles applications. Donc si je me focalise juste sur le mobile, par exemple, vous pouvez voir qu'en 2011, alors c'est peut-être 2012, ça va dépendre des pays, peu importe, c'était des estimations en 2011, le nombre de téléphones mobiles et de tablettes a dépassé le nombre de PC au sens de laptop ou desktop. Donc on a plus de devices mobiles. Si vous regardez en termes de téléphone, on est passé à une étape où il y a plus que 50% des téléphones qui sont des smartphones, donc des mini-ordinateurs et non pas simplement des feature phones, donc des téléphones qui servent juste à téléphoner. Si vous regardez le trafic maintenant de services bien connus comme Pandora en vert, Twitter en brun et Facebook en bleu, entre 2008 et 2011, on est passé de aucun trafic mobile à jusqu'à 60% du trafic qui est mobile, qui provient de devices mobiles pour Pandora, 55% pour Twitter et 33% pour Facebook. Je n'ai pas les chiffres après, mais ces chiffres seraient évidemment supérieurs. Donc aujourd'hui, le mobile, ce n'est pas à nouveau comme le cloud d'être pour ou contre, c'est une réalité. Grand nombre d'utilisateurs utilisent les mobiles. Deux autres graphes pour finir, c'est le pourcentage de bande passante sur Internet qui est utilisé par des devices mobiles. Qui est généré par des équipements mobiles. Vous voyez qu'en mai 2012, on se retrouvait à 10% du trafic mondial qui provient de devices mobiles. Si vous allez en Inde, eh bien, on saute une génération d'une certaine mesure, puisque déployer de l'infrastructure solide, terrestre, souterraine, coûte beaucoup d'argent. C'est un pays qui a un certain retard dans le déploiement de ce type d'infrastructure. Du coup, les infrastructures mobiles qui n'ont pas ces contraintes vont beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, en Inde, on a plus de 50% du trafic qui provient d'équipements mobiles. Donc, moralité, on a des besoins qui explosent pour de nouvelles applications, tout type de nouvelles applications. Et pour celles-ci, en général, le time to market est critique. Donc, c'est typiquement le VP du marketing qui arrive, qui dit notre compétition a des applications mobiles pour tout, nous on n'a rien, il m'en faut pour hier. Et on peut plus se permettre des cycles de 18 mois parce qu'il faut avancer très rapidement, mais pas uniquement parce qu'il faut avancer rapidement, mais aussi parce qu'on ne sait pas ce dont on a besoin. Généralement, on sait qu'on veut une application mobile, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie. Donc il faut pouvoir expérimenter pour valider si c'est bien ça dont que le marché attend. Donc, quand on veut faire une application mobile, on a notre serveur existant, notre ERP, notre application server, on a tout ce qu'il faut sur la droite. À gauche, on a notre rêve de notre jolie application, et on se demande, mais comment va-t-on faire? Et donc, si on regarde comment c'est fait typiquement, on se retrouve avec une application intermédiaire qui va gérer le nouveau monde avec l'ancien monde, parce qu'évidemment, vous n'allez pas mettre vos drivers JDBC sur votre téléphone mobile. Il vous faut avoir une façon de segmenter pour être pour satisfaire ces deux mondes. Et donc vous finissez avec à droite un monde qui est très stable, sans découverte, vous ne voulez surtout pas toucher ça, ça fonctionne, pas touche, et à droite un monde où il faut faire une itération rapide, faire de la découverte, et c'est là où il y a beaucoup de création, de nouvelles applications qui a lieu, c'est dans cette découverte de nouveaux mondes qui s'appuie pour une très grande part sur les équipements actuels. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de la découverte? Aujourd'hui, c'est compliqué. Sur cette slide, j'ai certains des workflows qu'il vous faut faire si vous voulez déployer des applications en production. C'est juste le déploiement. Et c'est très compliqué, il y a beaucoup d'opérations. Et c'est pas simplement compliqué en nombre d'opérations, mais c'est aussi des opérations qui prennent du temps. Certaines entreprises peuvent attendre parfois jusqu'à 3 mois pour avoir un serveur. On avait une discussion récemment, c'est des fois 9 à 12 mois pour obtenir un nouveau serveur pour certaines équipes, jusqu'à 3 mois pour avoir une application qui est prête à aller en production, pour qu'elle soit poussée en production, elle est simplement dans le pipeline en attente. Et donc on a constamment cette friction entre les opérations, l'IT, et les équipes de développement. Les opérations gardent le fort, s'assurent que tout fonctionne, veulent prendre zéro risque, et les équipes de développement qui sont sous pression par le business de développer plus et plus de nouvelles applications pour répondre à la demande. Donc, cet IT est saturé par les projets en cours. La bande passante pour ces nouveaux projets n'est plus là. Et donc, il y a clairement un problème de friction. Surtout que les processus en cours pour les développeurs, finalement, ils permettent pas ce prototypage. Donc, si vous voulez rapidement faire ces itérations, ça devient un problème. Alors, vous pouvez utiliser le cloud, par exemple, pour faire ça. Et puis, ça vous permet justement, c'est une des utilisations très fréquentes du cloud, c'est de se dire, je veux instancier un environnement complet pour mes développeurs.
s'abstraire complètement de l'infrastructure et en quelques secondes, je vais pouvoir commencer mon projet. Je vais pouvoir vérifier si c'est ça que je veux et puis surtout, je vais pouvoir le tuer si nécessaire. Si mon projet ne rencontre pas la demande nécessaire, je vais pouvoir arrêter, passer à autre chose. Je n'aurai pas dans un coin 22 serveurs que j'aurais commandés au cas où c'est successful. Non, je vais pouvoir vraiment faire de manière minimale les développements nécessaires dans le temps minimal. Et donc l'idée derrière le cloud, c'est vraiment de passer d'un monde où il y a toutes ces étapes, toute cette friction entre des équipes de développement et des équipes de production, à un monde où finalement des développeurs peuvent se focaliser sur leur application, sur la valeur du business, et puis ensuite pousser ça en production. Alors la question c'est, est-ce que c'est de la science-fiction ? Parce que ça a l'air simple, hein. On dit avant c'était pas bien, maintenant c'est bien. Alors est-ce que ça existe? Alors moi j'aime bien parler de cette application. C'est une société qui s'appelle Lose It, qui fait une application de tracking de poids, donc qui vérifie si vous êtes en surpoids ou pas, qu'est-ce que vous consommez et autres. Ils ont des millions d'utilisateurs. Ils génèrent jusqu'à 30 000 transactions par minute dans le cloud, sur notre plateforme. Et pourtant, ils ont seulement 4 employés, dont uniquement 2 développeurs. Et donc c'est ça que je décris dans ce modèle, quand je parle de supprimer la friction et se permettre d'aller très vite. C'est des sociétés où seulement 2 personnes ont la capacité de se focaliser sur le business. Et c'est le mot-clé qu'il faut retenir, je pense, sur le cloud, c'est de se focaliser sur votre spécialisation. Est-ce que vous allez devenir meilleur parce que vous installez des machines sur le marché, ou est-ce que vous allez devenir meilleur parce que vous faites des applications qui sont compétitives? Et ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Alors, je voulais parler d'un petit guide pratique pour les quelques minutes qui restent. J'essaye d'aller vite parce que j'ai pas mal de matériel, mais voilà. Tout d'abord, une question qui se pose pour un certain nombre de sociétés, c'est à quel niveau je dois travailler. IaaS, PaaS, SaaS, c'est encore très nouveau. Alors, la direction que je vous donnerai, c'est que généralement, alors le SaaS, c'est facile. Si vous trouvez une application qui répond à vos besoins, vous seriez stupide de ne pas l'utiliser. Donc SaaS, c'est le moyen d'être le plus efficace sur le marché. En termes de IaaS versus PaaS, la question se pose donc quand vous avez des applications sur mesure à développer. Alors, l'avantage du IaaS, c'est que c'est plus proche de l'IT actuel. L'IT a développé des stacks logiciels développé et maintenu des stacks logiciels depuis 10 à 15 ans, peut-être 20 ans même. Et donc, quand on passe dans le cloud, l'infrastructure as a service, c'est finalement un peu la même chose. On peut instancier des machines, on peut installer des piles logicielles. Donc, c'est très rassurant et c'est très proche de ce qu'on fait. Par contre, c'est très complexe. Parce que non seulement l'avantage du cloud, c'est que les machines, on peut en créer rapidement, mais parfois, elles partent aussi. Parce que ces machines, elles ont des cycles de vie qui sont un peu moins stables que dans des data centers. Et du coup, on en vient à devoir automatiser beaucoup de processus. On ne va pas demander à notre équipe IT à 2 heures du matin d'aller vite installer, de reconfigurer une machine parce qu'il y a eu un problème. Donc il faut automatiser énormément de choses. Donc ça s'apprend. On voit les mouvements DevOps, par exemple, émerger. C'est vraiment des mouvements qui maîtrisent très bien tous ces aspects-là d'automatisation des ressources et de l'infrastructure. Et donc la question qu'on peut se poser, par contre, alors je vais en venir au dernier commentaire peut-être, c'est quelque chose de très bien si vous avez des systèmes existants. Donc le mot-clé c'est système, donc une pile logicielle particulière que vous devez migrer dans le cloud, c'est parfait. Vous passez en gros d'un serveur à un autre serveur, sauf qu'il est ailleurs, donc c'est pas bien différent, c'est une bonne solution. Par contre, si ce n'est pas pour un système, vous pouvez vous demander si l'avantage compétitif de votre société, elle est dans l'installation d'un système d'exploitation, d'un firewall ou d'un serveur. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire votre société meilleure que celle d'un compétiteur? Alors, vous imaginez ma réponse. C'est pour ça qu'il y a les plateformes as a service qui existent dans le cloud, donc une autre segmentation. C'est une couche qui est un petit peu mystérieuse. On a moins de compréhension intuitive de ce que peut être le PaaS par rapport aux 2 autres couches qui sont très évidentes. Par contre, ça permet de se focaliser sur le business, puisque l'élément que vous allez transmettre dans le cloud, ça ne va pas être une stack logicielle complète, c'est simplement votre application, la partie qui est censée vous différencier en termes business. Et donc, les réactions que typiquement on a par rapport au PaaS, c'est des équipes IT qui vont peut-être dire, mais finalement, aujourd'hui, on gérait nos serveurs d'application, nos bases de données, notre infrastructure.
Maintenant, ça va être une autre société qui va le faire. Est-ce qu'ils sont aussi bons que nous? Parce qu'on est quand même pas mauvais. Que se passe-t-il si Qu'est-ce qui se passe si le data center prend feu? Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront là pour nous aider? C'est toutes des questions. Donc il y a quelque chose du niveau de la confiance qui doit d'être établi. Moi, je suis persuadé que c'est absolument pas différent de ce qui se passe avec tout autre prestataire externe. Quand vous avez un prestataire externe qui vient chez vous, il a accès à beaucoup d'informations, à des données. Il y a un risque qui est tout autant clair. Donc, je pense qu'il y a les mêmes processus qui sont en œuvre ici pour créer cette confiance au fur et à mesure avec des prestataires et en vérifiant aussi quelle est la fiabilité de ce prestataire avec d'autres clients. Et pourtant, c'est là que sont les vrais gains de productivité aujourd'hui. Donc si vous suivez ma logique, l'avenir du logiciel, c'est vraiment, si on se propulse un petit peu dans l'avenir, en 2020, j'ai un problème business à régler, je suis le CIO, je vais d'abord demander à mes équipes de vérifier s'il y a un SaaS qui existe qui permet de résoudre ce problème. Si c'est le cas, je signe et c'est réglé. Configuration, consulting, tout ce qu'on veut, mais en gros, le time to market est extrêmement bon. Et si je ne trouve pas un SaaS qui répond à mon besoin, je vais donc devoir faire une application sur mesure, et donc ça signifie PaaS, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à vouloir gérer soi-même ces éléments d'infrastructure, puisque les PaaS implémentent ces best practices. Alors un autre élément de discussion, puisque je suis dans les cas pratiques, c'est cloud privé ou cloud public. Alors on entend beaucoup parler de ça. Je pense qu'il faut remplacer public et privé par software et services. Donc quand on est dans le cloud public, on consomme un service. Quand on en est dans le cloud privé, on consomme du logiciel, puisque vous allez recevoir du logiciel que vous devrez installer, gérer et maintenir. Alors la question, c'est principalement une question de taille. On pourrait faire l'analogie de l'électricité. Pourquoi vous ne faites pas votre propre électricité? Pourquoi vous ne livrez pas vous-même votre courrier et vous créez vos propres routes? La question est la même. Peut-être que ça ferait du sens de le faire si vous aviez une taille critique suffisamment grande. Si vous avez plusieurs milliers de serveurs applicatifs, la question peut tout à fait se poser. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement que vous allez faire dans votre infrastructure privée, vous n'allez pas la mettre ailleurs. Donc parfois, moi j'entends des gens qui me disent on va mettre en place une équipe avec 5 personnes, avec 10 personnes, on va travailler sur un cloud privé. Si moi j'ai 10 personnes qui travaillent sur un cloud privé, ça veut dire que fully loaded, j'ai à peu près pour 1 million de coûts par année qui partent dans la création d'un cloud privé, qui va prendre 1 an, peut-être 2 ans, voire 3 ans pour émerger. Ce million, ça ne concerne pas le matériel, le hardware, c'est uniquement les gens. Et avec ce million, j'ai toujours pas créé de valeur, j'ai pas créé d'applicatif, j'ai rien créé qui me permet de me distancier de ma compétition. Alors, peut-être, à nouveau, c'est une question de masse critique. Est-ce que ce million, c'est un grain dans l'océan? Pour certaines sociétés, c'est probablement le cas. Pour d'autres, c'est certainement pas un grain. Voilà. Donc, je reprends l'exemple de Weight Watcher et de Lucid. Donc, Lucid, c'est cette application où 2 personnes arrivent à avoir des millions de personnes et générer 30 000 transactions à la minute. Est-ce que vous voulez être un Lucid et puis vous focalisez sur le business, ou être plus un Weight Watcher, qui est une entreprise plus traditionnelle, avec une IT plus traditionnelle? Ça c'est un choix qu'on peut faire. Une évidence dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est la taille du marché. J'ai parlé du marché public avant, le IaaS public. 4 milliards cette année, uniquement chez Amazon. Quelle est la taille du IaaS privé? On verra, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, il y a confusion, souvent, quand on parle de la taille du marché du cloud privé. On parle en réalité beaucoup de virtualisation. Mais le cloud privé, ce n'est pas la virtualisation. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la taille du cloud privé, peut-être quelques dizaines de millions, mais c'est clairement plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ceux du cloud public. Donc juste pour remettre un petit peu les choses en perspective, parfois on pense que c'est juste un mot, mais en réalité c'est un monde de différence entre ces deux éléments. Alors, autre question qui revient souvent, et l'IT dans tout ça? Ah oui, l'IT, c'est important. J'ai passé un bon moment à vous parler à quel point la friction était un ralentisseur d'affaires, et puis donc les développeurs allaient pouvoir voler de leurs propres ailes en déployant des applications. Alors, quelle est la réaction de l'IT dans tout ça? Eh bien, ça dépend. Alors, en règle générale, ce qu'on observe régulièrement,
c'est que le premier passage, la première interaction avec le cloud, elle n'est pas généralement positive. Il y a un sentiment de danger qui est assez naturel, de se dire à quoi est-ce que je vais servir. Et donc, ce qu'on observe souvent, c'est des réactions un peu toutes faites. Ah oui, mais c'est pas sûr, c'est pas flexible, pas performant. Alors, mon conseil à moi, c'est de poser 5 fois la question pourquoi. Ça nous permet d'arriver un peu plus rapidement à la vraie racine du problème. Et surtout de se rendre compte que des fois, la réponse est non, pour des règles qui ont été dictées quand on était dans un autre monde. Prenons un exemple, les applications mobiles, encore celui-là. On a par exemple des sociétés qui disent oui, mais nous, nos données ne peuvent pas quitter le firewall. Donc tout ce qui est de nos données, ça reste à l'interne de la société. OK. Et puis en même temps, ils nous disent oui, mais alors nous, on va quand même faire du mobile. Et notre première application, ce sera pour nos vendeurs, qu'ils aient accès aux informations quand ils sont sur le terrain. Ah ouais, mais alors vos données, elles sont hors du firewall, du coup, puisqu'elles sont sur les applications mobiles. Et c'est vraiment ça la réflexion à mener. C'est qu'on se rend compte que si on veut pas que ces applications mobiles soient autre chose que, si on veut que ces applications soient autre chose que du Tetris ou du Sudoku, on va devoir mettre des données intéressantes sur ces applications. Et donc, on est en train de changer déjà la définition de ces règles d'entreprise. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de règles qui ont été définies à l'époque où l'Internet a émergé, fin des années 90, sur comment était définie l'infrastructure, les règles de sécurité, les firewalls, les zones démilitarisées et autres. Et je pense qu'il est intéressant de réfléchir à la prochaine génération de ces règles. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre fréquemment. À nouveau, quelque chose de très naturel de la part d'IT. Parfois, on voit l'IT être très pragmatique. Donc, par exemple, on voit des sociétés qui nous disent, écoutez, je sais qu'avec ou sans moi, le mouvement vers le cloud aura lieu dans mes équipes. C'est ce qu'on appelle le shadow IT, des gens qui vont faire des projets sur le cloud sans en parler à l'IT. L'exemple le plus clair de ça, c'était il y a une dizaine d'années avec Salesforce, où des entreprises avaient parfois des dizaines de comptes d'équipes de vente qui créaient des comptes Salesforce parce qu'ils n'aimaient pas le CRM interne, et puis ils se retrouvaient avec plein de comptes, mais sans jamais le savoir, ils ne se parlaient pas entre eux. Donc ça avait lieu parce qu'ils cherchaient une solution. Donc l'IT se rend compte que ça va se passer également. Donc ce qu'ils disent simplement, c'est « Ok, faites-le si vous voulez ». Mais je vous demande qu'une chose, c'est de venir enregistrer chaque projet que vous faites dans le cloud. Vous me dites avec quel prestataire vous le faites, pourquoi, quel logiciel, quelles données ça va accéder. Et je vous garantis de ne pas ralentir votre projet, mais venez juste le référencer. Et ça donne la possibilité à ces sociétés, au fur et à mesure où leur infrastructure évolue, leur processus évolue, de reprendre contrôle ensuite sur ces prestataires et sur ces applications en consolidant par exemple les différents revendeurs dans quelques années. Ce qui est aussi important de mentionner, c'est que l'IT ne va pas disparaître. On parle toujours de l'IT qui va être remplacé. L'IT, c'est autre chose que de brancher des serveurs avec des câbles. L'IT, c'est garder, c'est s'assurer que les joyaux de la couronne sont bien maintenus. C'est de garder le temple, en fait. Et garder le temple, c'est autre chose que de brancher des serveurs. Garder le temple, c'est s'assurer que les règles de sécurité sont maintenues. Qu'est-ce que l'identity management dans l'ère du cloud, quand il y a une dizaine de SaaS ou plusieurs dizaines de SaaS qui seront déployés? Comment vous définissez le SLA d'une chaîne de SaaS que vous allez utiliser pour faire votre business? Quel est le point faible? Toutes ces problématiques-là sont du ressort de l'IT, ce n'est pas les développeurs qui vont les gérer. Et quel est le métadonnées de votre entreprise? Vous avez les clients qui sont dans Salesforce, vous avez des données qui sont dans un Zendesk, d'autres dans le RP. C'est quoi le master schema de tout ça? Ça, c'est des questions pour l'IT, ce n'est pas les développeurs qui les gèrent. Donc on en vient avec des schémas qui sont fréquemment ceux-ci, c'est-à-dire un data center qui n'est pas prêt de disparaître, avec plein de données et plein d'applications. Un usage d'une infrastructure as a service qui est gérée par l'IT, et ensuite un certain nombre d'applications qui sont soit SaaS, soit PaaS, qui vont accéder tant aux données du IaaS qu'aux données dans le data center. Et donc on commence à avoir affaire à cette évolution un peu en différents îlots qui communiquent. Alors, autre question, j'ai plus longtemps. Vais-je, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais le... voilà, comme j'ai que 2 minutes, je vais un petit peu accélérer. Comment commencer avec le cloud ou avec un PaaS, par exemple? Je pense qu'il est très important, quand vous expérimentez avec le cloud, de ne pas chercher à démontrer la quadrature du cercle. C'est souvent ce qu'on voit, et c'est très typique des ingénieurs. Commençons par quelque chose de compliqué pour voir si j'arrive à le résoudre. C'est le Rubik's Cube. Commencez simplement. Ça ne sert à rien de vouloir commencer difficilement.
formez une petite équipe dédiée, choisissez un projet simple qui ne soit pas critique, testez-le, faites le développement et surtout apprenez. Vous allez devoir un petit peu vous recabler le cerveau, voir comment ça fonctionne, reprendre vos habitudes et puis créer votre ADN cloud. Et ensuite augmenter la complexité. C'est la meilleure façon d'avoir une opinion sur le sujet. Si vous commencez complexe, vous allez probablement vous planter pas parce que le cloud n'en est pas forcément capable, mais vous n'aurez pas forcément les compétences et puis vous considérez que ce n'est pas un choix et vous raterez probablement une opportunité. Ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas oublier que le cloud est un mouvement qui est inéluctable. C'est de l'infrastructure qui se commoditise, donc le cloud en est sa définition. Ce n'est pas une question d'opinion à mon avis. Ne laissez pas la peur devenir une stratégie. On voit beaucoup de réactions knee-jerk, de réactions un petit peu émotionnelles parfois là-dessus. C'est normal, mais ce n'est pas une stratégie d'avoir peur. Ensuite, les gains compétitifs sont réels. Le time to market, les coûts sont vraiment des choses réelles. Si vous faites un calcul de ROI, faites-le en prenant compte de tous les coûts existants. Je vois souvent des ROI qui sont effectués par certaines sociétés, qui se focalisent uniquement sur certains aspects, qui oublient les data centers, qui oublient les personnes. C'est des ROI qui sont finalement très biaisés. Le déplacement vers le cloud ne se fera pas en un jour. Ce n'est pas quelque chose que personne ne vous demande de passer au cloud en un claquement de doigts, c'est impossible. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps, au fur et à mesure, selon les opportunités. Donc partez tôt. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le cloud est inéluctable, tout investissement que vous allez faire aujourd'hui qui ne prend pas en compte le cloud d'une certaine manière, et ce ne veut pas dire déployer dans le cloud, ça veut dire s'assurer par exemple que l'architecture que vous voulez définir soit compatible avec un usage dans le cloud, par exemple de pouvoir consommer les données au travers de services REST ou autres. Tout ce que vous faites qui ne sera pas compatible avec ça est une création nette de dette technique. Et surtout, le cloud, c'est maintenant. Vous avez vu les chiffres, j'espère que je vous ai donné des chiffres intéressants avec notamment ces 4 milliards d'AWS. Le cloud, ce n'est pas pour les startups, ce n'est pas un phénomène particulier. Vous trouverez des très grandes sociétés qui l'utilisent, des banques, vous aurez des sociétés dans tous les segments. Donc le cloud, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans, c'est quelque chose qui a déjà débuté. Voilà, merci. Alors, on va faire une session de questions-réponses à la fin, vers 18h15. Mais pendant le changement de poste, je prends une question, s'il y a une question pour Sacha. Une question. Personne? Est-ce que quelqu'un a une question pour Sacha pendant le changement de PC? Sinon, vous pouvez vous réserver pour la session de questions-réponses à 18h15. Pas de volontaire? Alors, il y a une question de Charles. Si, sur les prises d'expérience, les premiers exercices ou les premiers tests qui peuvent être faits sont sur combien de temps quand tu parles d'un petit projet ou d'un élément de test, globalement d'expérience sur des projets que tu as pu accompagner? Alors ça va dépendre de la complexité et autres, mais ce qu'on voit en général, c'est que 3 mois est une bonne période pour former une équipe, trouver une cible et puis l'amener à déploiement complet. Donc de l'idée au delivery, compter 3 mois est largement suffisant et ça permet d'éduquer le team, je dirais. Ouais. Merci. Merci.